C'est une bonne question, ça, combien ça rapporte? Et ça, c'est très cool parce qu'on m'avait jamais posé cette question et je vais pouvoir enfin casser un mythe. Alors non, quand on passe sur TF1, on ne devient pas riche en fait. Salut tout le monde, c'est Clara et on se retrouve aujourd'hui sur Pile. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Allez, let's go, on commence. Quelle est la mode que tu n'as jamais pu comprendre? Alors en fait, j'ai un peu retourné ma veste dernièrement, mais je les ai pas achetées moi-même, donc ça compte pas. C'est les Crocs. C'est les Crocs, je suis désolée, mais j'ai beaucoup de mal avec les Crocs, je comprends pas pourquoi on sort avec ça dans la rue. Alors moi, par exemple, je les mets pour aller faire mes courses. Y a des gens qui les mettent pour sortir, vraiment, c'est le style quoi, moi j'arrive pas. Donc ouais, non, je dirais ça. Et à l'époque, les leggings Galaxy, je suis jamais passée par là et j'en suis très fière aujourd'hui. Quitter un restaurant sans payer? Non. Non, je peux pas faire ça. Non, je peux pas. Surtout quand j'ai bien mangé en plus, je culpabilise très vite. Donc non. Non, ça m'est jamais arrivé, mais je vais pas mentir, parce que ça m'est déjà passé par la tête. Je me suis déjà dit, ouais, resto basket et tout. Et puis après, je me suis dit, non, je vais courir 3 mètres, le mec va me rattraper. Enfin, c'est honteux, surtout encore plus aujourd'hui. Donc non, je ne le ferai pas. Crois-tu à la seconde chance? Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce que je crois à la seconde chance? Je pense que ça dépend dans quel contexte. Moi, je suis quelqu'un qui est pas forcément... je considère que je suis pas rancunière. Ça dépend pourquoi. Je suis pas rancunière, genre en amitié. En amour, je le suis beaucoup plus. Donc, je pars du principe que oui, mais sous certaines conditions. Voilà. Alors, une question spicy. Oh, c'est dur, ça. Que penses-tu de toi-même? Oh, c'est un travail très introspectif, quand même, là. Je suis trop jeune pour dire ce genre de choses. C'est des questions qu'il faut poser à quelqu'un qui a 50 ans et qui a eu le temps de penser à tout ça. Je suis quand même dure avec moi-même, même si j'arrive quand même à me dire quand je fais des choses qui sont plutôt bien. J'ai jamais eu de mal à être fière de moi. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très très bien. Parce que c'est pas simple de se dire, ok, là, t'as fait un truc trop cool. Et en même temps, j'ai pas de mal non plus à me dire quand je fais quelque chose de pas bien. Donc je me fais un peu la morale à moi-même, mais je pense que c'est bien parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça aussi qu'on devient la meilleure version de soi-même. Donc je dirais que pour l'instant, je pense que du bien, surtout cette année, parce que il m'est arrivé tellement de choses. Je dirais que j'ai un peu déclenché aussi ma chance, parce que je considère que ce qui m'est arrivé, c'est... Alors je dirais pas que c'est que de la chance, mais ça fait partie de la chance que j'ai pu moi-même déclencher. Donc je suis fière de ça parce que j'ai quand même fait, je trouve, un beau parcours. Enfin, tout ce qui m'est arrivé, c'est complètement fou. Et je suis fière d'avoir pu faire ça et d'avoir pu surmonter toutes ces épreuves. Après, je suis loin d'être parfaite, hein, évidemment, comme tout le monde. Et j'essaie tous les jours de devenir quelqu'un de meilleur. C'est jamais très simple, mais on fait au mieux. Voilà. Donc pour l'instant, ça va, mais ça ira encore mieux demain. Collectionnes-tu quelque chose que personne ne soupçonne? Vous allez me prendre pour une folle. Je sais pas si je peux dire ça. Si, bon, je vais le dire. Alors, il y a plusieurs trucs. En vrai, je collectionne pas mal de choses. Quand j'étais petite, je collectionnais les timbres. J'ai collectionné les feuilles d'idole et j'ai toujours mes classeurs et j'attends que ça prenne de la valeur pour pouvoir les revendre et me faire un max de blé. Et non, alors là, dernièrement, et c'est mes potes qui vont rigoler, en fait, j'ai des amis à moi qui se coupent les cheveux tout le temps. Et notamment une pote à moi qui avait des cheveux très très longs et ça me faisait mal au cœur parce que moi, ça fait des années que j'essaie de les faire pousser. Et du coup, quand elle s'est coupée les cheveux, j'ai gardé une mèche de cheveux à elle. Et en fait, c'est parti d'elle. Et puis maintenant, tous mes potes, à chaque fois qu'ils se coupent les cheveux, ils me donnent une mèche de cheveux. Donc chez moi, j'ai genre un paquet de mèches de cheveux de copains. Ça fait très sectaire, très bizarre quand même ce truc. Mais voilà, donc des mèches de cheveux. As-tu un secret ou une anecdote pendant ton aventure qui n'a jamais été dévoilée? Je crois qu'il avait pas donné une interview, mais en fait, on a eu une masterclass de Pascal Obispo. Et Pascal Obispo, il est fou. Mais il est fou dans le bon sens. Moi, en fait, quand il est arrivé, je sais pas pourquoi, mais il m'a fait penser à mon père. Tout de suite, dès que je l'ai vu, il y a eu un truc de ok, mon papa il me manquait aussi forcément. Et je l'ai pris un peu comme mon papa. Donc quand il est arrivé, il était un peu fun. C'est quelqu'un qui vraiment dit tout ce qui lui passe par la tête. Et mon père, il est un peu comme ça. Et je me souviens que en fait, il était venu la veille d'évaluation et on était tous ultra stressés. Enfin, quand on l'a vu arriver, d'ailleurs, pour être honnête, on s'est dit là, on va pas être dans le truc. Et en fait, il a foutu un bordel dans le château. Il devait rester 1 heure, il est resté genre 1h45, il voulait plus partir. Et en vrai, c'est un mec qui est génial. Alors évidemment, Pascal Obispo, je le connaissais, j'allais dire de nom. Il a fait des classiques évidemment, mais c'est pas forcément ma génération. Et là, ce qui est fou, c'est que en découvrant l'artiste, ou plutôt l'humain, j'ai encore plus apprécié l'artiste. Et du coup, quand je suis sortie de la Starac, j'ai pas mal réécouté des morceaux de lui, même très récents qu'il a fait. Parce qu'en fait, j'ai tellement apprécié l'homme qu'il était. C'est un mec qui, dans sa tête, est très libéré. Il s'en fiche un peu de ce que les gens pensent. Et moi, je prône un peu cette philosophie-là. Je suis un peu quelqu'un qui me dit « Ok, tu t'en fous en réalité de ce que les gens pensent de toi, fais juste ce que t'aimes. »
Et du coup, c'est un moment que on n'a pas trop raconté parce que bon, c'est vrai que sur le moment, c'était un peu... c'est vrai que c'était un moment lunaire, ça s'est fait très vite. Nous, on était là, on avait envie de tout retourner et tout avec lui. Enfin, c'est un peu le tonton qui vient pour causer des soucis, mais qui nous fait marrer. Et donc, non, franchement, c'était un très très bon moment. Et donc, Pascal Obispo, une très très belle découverte. Donc voilà. À quoi penses-tu le soir en te couchant ? Bah, ça dépend. Je dirais qu'il y a des soirs, moi je suis quelqu'un qui est, franchement, dans ma tête, je suis bien. Je suis bien, comme on dit. Donc, il y a des soirs où je m'endors du tac au tac. Je suis quelqu'un qui galère pas trop à m'endormir. Mais il y a des soirs où je pense beaucoup. Et surtout, je dirais, ces derniers temps, forcément, maintenant, je suis dans un truc un peu où je fais un métier qui est à la fois trop cool et en même temps qui est très instable. Donc forcément, il y a des petits moments où je dirais pas que c'est du stress, mais c'est peut-être un peu de l'appréhension, se demander de quoi sera fait demain, etc. Et donc, comme des gens pourraient penser à leur travail au bureau, moi, le soir, je suis comme ça dans mon lit, je me dis, purée, mais s'il se passe pas ça, et puis s'il se passe pas ça, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc, je pense, je dirais, à l'avenir. Mais globalement, avant de dormir, je pense juste aux heures. Je réfléchis, je me dis, ok, il me reste 8 heures avant de me réveiller demain. Je pense comme beaucoup. Et voilà, ça, c'est des restes de fille qui a fait des études. Quelle est l'anecdote ou l'expérience de vie qui t'a profondément marqué ? Honnêtement, là, dernièrement, j'ai envie de dire la Starac, hein, c'est arrivé très récemment. Mais avant ça, j'ai l'impression que j'ai jamais eu quelque chose qui m'a, j'allais dire, fondé. En fait, c'est un tout. C'est-à-dire que tout ce qui m'est arrivé fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Après, du coup, là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un événement qui a littéralement changé ma vie. Donc, je pense que je peux dire la Star Academy parce que ça a changé le cours de ma vie, ça m'a fait prendre des décisions que je n'aurais pas forcément prises avant. Et je pense que c'est l'expérience de ma vie qui me marquera jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Donc, je triche un peu parce que c'est très récent, mais il y a une expérience de vie. L'expérience de vie peut arriver à n'importe quel moment dans une vie. Donc voilà. Les gars, c'est parti pour les questions entêtées. Comment s'est passée ta sélection pour la Star Academy 11 ? Les gars, c'était le parcours du combattant, en fait. Je suis passée à ça, de jamais faire la Starac, parce qu'on m'a contacté, donc on est venu me contacter sur Instagram, j'ai reçu un message. Moi, je vois le message qui était assez flou, juste on me dit voilà, je suis directrice de casting pour une émission, on me dit pas quoi. Moi, à ce moment-là, j'étais en école de commerce, encore en alternance, et donc je sais pas, je prends pas trop le message au sérieux, je me dis bon ok. Mais je sais pas pourquoi ça me trotte quand même dans la tête et je me dis bon, je vais quand même répondre, ça coûte rien, donc 3 jours après je réponds. Et elle me dit voilà, écoute, je suis directrice de casting pour la Star Academy, on a vu ton profil sur les réseaux. Est-ce que ça te dirait ? Moi je me dis les gars, ouais pourquoi pas, mais bon je suis à l'école, je vais faire comment machin. Je l'appelle le lendemain et là elle me dit écoute, vu que tu nous as répondu assez tard, en fait le casting ferme après-demain. Donc là il te reste demain pour envoyer ton dossier. Elle me dit est-ce que ça te tente toujours ? Je dis ok. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Le lendemain, sur un coup de tête, je fais toutes les vidéos. Il faut savoir que c'est quand même un dossier assez gros à monter. Donc il y a des vidéos de chant, de danse, de présentation, des photos de toi, profil plein pied, des trucs, voilà. J'envoie ça sans trop penser à ce qui pourrait arriver après. Et on me contacte une semaine après pour me dire que je vais passer les vraies auditions physiques. Et moi, pareil, à ce moment-là, il faut savoir que je me rends pas du tout compte de ce qui se passe. Je suis un peu en mode, ok, on est genre 40 000 à participer. Il y en a 16 à la fin, parce qu'à la base, on devait être 16. Je me dis, bon, en vrai, j'ai même pas 1%, c'est lunaire. Et en fait, je passe mes auditions, j'arrive là-bas très détente, j'ai l'impression que je suis chez moi. Je pensais qu'il y avait 2 jurys, il y en a genre 40 dans la salle. Il s'est passé trop de choses qui font que c'était assez particulier. Et en fait, j'ai passé les étapes comme ça, petit à petit, step by step, sans trop m'en rendre compte, jusqu'au jour où, le 6 septembre, je suis arrivée au dernier casting. Et là, je me suis rendu compte parce qu'en fait, j'ai capté qu'il restait, je crois, 20 filles et 20 garçons. Et là, j'ai commencé à faire mon calcul, je me suis dit, ok, en gros, là, j'ai un peu moins d'une chance sur 2, mais c'est énorme. On était 20 000 à la base et on n'est plus que 40. Et là, j'ai commencé à stresser par contre parce que je me suis dit, ok, là, potentiellement, ta vie, elle peut changer et basculer. Et donc, j'ai passé mon casting. Alors, j'avais l'impression que ça s'était très bien passé. Mais en fait, en entendant les autres, j'ai remarqué que ça s'était très bien passé pour tout le monde. Et donc, c'est là où j'ai aussi compris que c'était pas juste le chant qui comptait, mais qu'il y avait la personnalité, qu'il y avait aussi notre façon d'être de manière générale. Et donc forcément c'est stressant parce que tu sais qu'on te juge aussi pour ce que t'es d'une certaine façon. Et puis j'ai eu un résultat 1 mois après et après j'ai fait mes valises pour aller au château. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé plein de choses entre qui font que moi on m'a dit non avant de me dire oui par exemple. Parce qu'on n'avait pas forcément le droit de me dire oui avant une certaine date. Tout un truc qui fait que vraiment c'était l'ascenseur émotionnel. Et quand je l'ai appris, évidemment ça a été un soulagement parce que ça faisait 6 mois déjà que ça durait. Et on dirait pas, mais c'est très 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 long. Donc d'ailleurs, bon courage à toutes celles et ceux qui passent les castings parce que je sais que c'est pas simple.
Voilà, mais il faut s'accrocher parce que finalement, on a l'impression que ça ne peut jamais être nous. Et regardez-moi, j'y étais, donc comme quoi rien n'est impossible. Ton élimination a beaucoup fait parler sur les réseaux. Quelle est la réaction qui t'a le plus touchée ? Mon élimination, ça a été un truc qui est particulier quand même, parce que sur le moment, ça fait du bien. Je vais pas mentir, hein, forcément, ton ego, il en prend un coup quand tu sors. C'est même pas, j'allais dire, c'est même pas de l'ego, mais c'est que, pour être très honnête, le premier sentiment que j'ai eu, c'était de la tristesse profonde, parce que j'avais peur déjà de rentrer chez moi. C'est très bizarre, mais on est tellement cloîtrés dans un truc que moi, j'ai juste peur de rentrer dans mon chez-moi. Pour moi, mon chez-moi, c'était le château, en fait. Et donc, forcément, quand je sors et que je retrouve tous mes proches, alors je suis très heureuse, hein, mais moi, en réalité, à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est retourner chanter avec mes copains. Donc, forcément, j'étais très triste. Et moi, le lendemain, je me suis tout de suite retrouvée en showcase et j'ai retrouvé les autres qui étaient sortis avant moi. J'ai eu un message de Vita, déjà, je crois que c'était le surlendemain, le soir. Et c'est là, d'ailleurs, où elle m'a annoncé qu'elle me proposait de faire ses premières parties en octobre. J'ai reçu un message, de Sofiane Pamar, de Chimène Badi aussi. Enfin, tout le monde a été très très sympa et je trouve ça incroyable parce que, comme quoi, c'est des artistes qui, on peut dire que pendant l'émission, on est filmé, ils le font pour le buzz ou ce qu'on veut, mais en attendant, en sortant, ils ont quand même envoyé un message et juste ça, déjà, ça fait plaisir de se sentir soutenu. Et c'est vrai qu'il y a eu un truc, il y a eu le Justice pour Clara qui est sorti, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Alors au début, évidemment, ça m'a fait du bien et puis après, je me suis très vite aussi rendu compte que c'était, je dirais pas malsain, mais les gens se sont aussi du coup mis sur le dos de certains autres candidats, des copains du coup à moi, et j'ai pas forcément apprécié aussi. Donc il a fallu que je calme le jeu. Et j'ai aussi du coup compris que ce truc-là de justice pour Clara, c'était pas forcément quelque chose de positif, surtout qu'il n'y a pas de justice à avoir parce que les gens n'ont juste pas voté. Et à partir du moment où on vote pas, c'est le jeu, je suis sortie pour ça. Donc il a fallu que moi je l'accepte, mais surtout que les gens l'acceptent aussi. Et je pense que ça a été très compliqué, mais après j'ai quand même été très touchée d'entendre des gens me dire voilà, on te voyait aller beaucoup plus loin, tu méritais la tournée. Ça me touche, mais je pars aussi du principe qu'on méritait tous, et je le pense vraiment. Je pense qu'il n'y en a pas un que tu sortes le premier ou que tu termines en finale. Tout le monde méritait d'aller jusqu'au bout, donc voilà. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ton parcours à la Star Academy par rapport à ce que tu en espérais ? Très honnêtement, alors je suis très fière de ce que j'ai fait, hein. Ça je peux pas dire le contraire, mais je pense que j'aurais pu mieux faire. Non pas parce que je me suis pas donnée à fond, je me suis donnée à 100% à chaque fois, mais en fait c'est vrai que quand je suis arrivée, je me suis tout de suite fait mal à la gorge, donc j'ai l'impression que déjà quand je suis arrivée dans l'aventure, je me sentais pas forcément très bien au début, j'ai pas été moi tout de suite, et je pense que déjà forcément le public par rapport à ça a peut-être eu du mal à me cerner. Après, pareil, la Starac, c'est ça, hein, on doit être très polyvalent, on doit savoir, entre guillemets, tout faire. Donc moi, au début, on m'a pas forcément mis sur des morceaux que j'aimais chanter à la base ou qui me ressemblaient. Et je pense qu'on m'a vraiment découvert 3 primes avant que je sorte. Et ça a créé une espèce de frustration parce que je me suis dit, en fait, les gens m'ont vraiment apprécié quand finalement je chantais ce que j'aimais chanter. Et moi, j'attendais que ça dès le début, de dire, mais mettez-moi sur des trucs qui me plaisent, vous allez voir, c'est comme ça qu'on va découvrir la vraie Clara. Et j'ai eu raison parce que finalement, je crois que le premier prime où j'ai vraiment profondément aimé chanter, c'est quand j'ai chanté avec Chimène Badi. Et c'est là où j'ai pu montrer vraiment ce que je savais faire, ce que j'aimais faire surtout. Et c'est là où les gens se sont dit « Ah, mais en fait, elle chante !» Je dis « Bah oui, en fait, je chante !» Donc voilà, mais après, ce que je trouve aussi très bien, c'est que grâce à tout ça, j'ai aussi pu montrer que je savais faire plein de choses. Enfin, chanter Suavemente, c'est une chanson que beaucoup on chante en soirée, mais je me voyais jamais de ma vie chanter ça en prime, et honnêtement j'ai adoré le moment. Le moment était lunaire avec Swinking et tout, c'était fou, et j'en garde un très très bon souvenir, et pourtant c'est pas du tout ce que j'aimais faire à la base. Donc c'est vrai que je suis très fière de ce que j'ai fait, mais en fait j'aurais aimé aller encore plus loin pour montrer encore plus de choses. Voilà. Pendant ton aventure, quelle est la chose que tu as le moins aimé ? Non, je dirais que c'est pas le moins aimé, mais je pense que ce qui a été aussi le plus dur pour nous, et c'est l'adaptation, donc le rythme peut-être. Et encore, je dis que j'ai moins aimé ça, mais c'est faux parce que ça m'a manqué quand je suis sortie. C'est vrai que là-bas, on avait un cadre de vie qui était quand même à la fois strict, et en même temps, on devait s'imposer ça parce que sinon on tenait pas. Et c'est vrai que sur le moment, on avait envie de se coucher très tard, on avait envie de faire plein de bêtises et de se dire vas-y, on s'en fout et tout, mais on savait que dans le fond, on pouvait pas, sinon on n'aurait jamais pu tenir le rythme. Et donc, j'ai envie de dire, c'est ce truc-là, cette obligation de se dire putain, là je dois aller dormir, alors que j'ai pas envie d'aller dormir. Mais en réalité, quand je suis sortie, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver un rythme normal. Et je culpabilisais énormément des fois de rien faire. Parce qu'en fait, j'ai tellement fait de choses pendant 2 mois que quand je suis rentrée chez moi, mes proches m'ont dit juste dors, quoi, fais ce que tu n'as pas fait depuis 2 mois. J'arrivais pas.
parce que je culpabilisais de rien faire et ça a été très très dur ça pendant un moment et on l'a tous ressenti d'ailleurs quand on est sortis. On se souvient de la visite de ton petit ami Kevin au château, 5 mois après l'aventure, où en est votre relation? Eh bah oui, c'est vrai que j'ai eu quand même une très très belle déclaration d'amour à la télé, très inattendue aussi parce que c'est vrai que je n'avais jamais vu cette facette de lui pour être honnête, donc les gens se sont dit ouais c'est quelqu'un qui est très romantique etc. À la base il ne l'est pas forcément, en tout cas il n'avait jamais forcément été avec moi parce que c'était assez récent, voilà on se connaît depuis un moment mais notre relation s'était officialisée pas longtemps avant le début de la Starac. Donc pour moi c'était assez fou de le voir comme ça à la télé alors que c'est quelqu'un qui est quand même très pudique là-dessus. Et ça m'a beaucoup touchée. Et aujourd'hui bah écoutez ça se passe très bien, encore mieux tous les jours. Donc je suis très très heureuse de cette relation et j'en ai même fait une chanson. Donc je crois que finalement ça se passe très très bien. Et non franchement j'ai trouvé la personne qui me correspondait et c'est trop cool. Donc je souhaite à tout le monde de vivre ça. Mais voilà, mais c'est vrai que non, la Starac, on pourrait se dire que ça peut être compliqué dans la vie d'un couple. Et nous, ça nous a juste encore plus rapprochés. Donc trop cool, j'ai envie de dire. Faites la Starac, quoi, finalement, voilà. As-tu gardé contact avec Michael Goldman et d'autres professeurs de la Star Academy? Évidemment, hier j'étais avec Lucie par exemple. Oui, on garde contact, c'est pas juste à la télé, ils sont toujours là pour nous dès qu'il y a une galère, dès qu'on a besoin de quelque chose, on les appelle, ils sont là. C'est vrai que même Mickaël, quand je suis sortie, j'ai vu que c'était quelqu'un qui paraissait parfois un peu dur à la télé, alors qu'en réalité, mais c'est une guimauve, Mickaël, moi je l'aime trop, il est mais d'une douceur en réalité qui est folle, et c'est vrai que il a été plus que... Parce qu'à la télé, vous le voyez comme un directeur, mais pour nous, c'est plus que ça. En réalité, dès qu'on a besoin de quelque chose, il est là. Il a toujours les bons mots, même quand ça va pas. Et donc voilà, et après, avec tous les autres, oui, enfin moi, je vois aussi, je parle beaucoup à Malika, Cécile, pareil. Joe, évidemment, il habite à l'autre bout du monde, donc c'est un peu plus difficile, mais il est toujours là, et ils sont tous toujours là d'ailleurs. Marlène, évidemment, c'est Marlène, je la vois aussi très souvent, donc non, je garde contact avec tout le monde et tous, hein, voilà, ils sont toujours là et c'est trop cool. Dans le château, tu avais évoqué ta relation avec ton corps. À ta sortie, tu as reçu des critiques à ce sujet. Comment l'as-tu vécu? Je m'y attendais, enfin c'est un truc, je fallait pas faire genre, voilà. Je le savais, on en avait aussi parlé avec la prod avant, parce que forcément, on le sait, quand on passe à la télé, les gens vont forcément nous ranger dans une case parce que c'est un peu la facilité. Et dès qu'on rentre pas dans les codes de la société, forcément c'est plus simple d'attaquer la personne. Sauf que la chance que j'ai aussi, c'est que je suis sur les réseaux depuis un moment, que j'ai zéro problème avec ça et qu'en passant à la télé, je le savais. Donc j'ai eu zéro surprise. Au contraire, j'étais un peu surprise parce que ça a pas tant fait parler que ça en réalité. Je crois que je me suis fait attaquer le premier soir sur le premier Prime. Et puis c'est très vite passé. Voilà, ma sauce a duré 24 heures. Donc finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. Après, honnêtement, je pense que le plus dur, ça n'a pas été pour moi, ça a été pour ma famille. Parce que ma famille, à la base, voilà, mes parents sont pas forcément sur les réseaux. Et ils s'y sont mis avec la Starac, évidemment, pour suivre un peu l'actualité. Et je pense que c'est eux qui ont eu le plus de mal à vivre ça. Après, moi, à ma sortie, honnêtement, j'ai pas reçu beaucoup de critiques. Hein. Ça a été vraiment, je pense, pendant l'émission et on m'a mise au courant quand je suis sortie. Sauf que je l'ai pas vécu directement parce que moi, j'étais enfermée. Mais je l'ai toujours très très bien vécu. Je le prends toujours très bien parce que j'ai zéro problème avec ça. Donc, c'est plus les gens qui ont un problème avec moi. Mais en réalité, comme je l'ai dit, à partir du moment où on va très bien dans notre tête et que ça va aussi dans notre corps, on s'en tape un peu de ce que les gens pensent. Et donc, voilà. Donc non, tout va bien. Combien ça rapporte en argent de faire la Star Academy? C'est une bonne question, ça. Combien ça rapporte? Et c'est très cool parce qu'on m'avait jamais posé cette question et je vais pouvoir enfin casser un mythe. Alors non, quand on passe sur TF1, on ne devient pas riche en fait. Parce que moi, il faut savoir que depuis que je suis passée à la télé, quand je croise des gens dans le métro, les gens sont étonnés de me voir dans le métro. Mais genre j'ai pas le droit de prendre mes métros parce que je sais pas, vu qu'on est passé à la télé, peut-être que maintenant on doit se balader en voiture tout le temps, je sais pas, j'ai peut-être un chauffeur, voilà. Donc non, faire la Starac, on ne devient pas riche. Alors par contre, pour vous donner une idée, un ordre d'idée, parce que sur le principe, on n'a pas le droit de donner un chiffre exact, mais en fait, on est payé, genre littéralement, au SMIC, parce que on fait pas... En fait, là où quand on sort, on va avoir une somme d'argent qui est assez importante, c'est pas en réalité sur la somme elle-même, mais en fait, c'est sur la durée. C'est-à-dire qu'on est filmé de 8h du matin jusqu'à, je crois que ça dépendait des soirs, mais entre minuit et 2h. Donc en fait, on travaillait, nos journées étaient très 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 longues. Donc même si on gagnait des toutes petites sommes à chaque fois, le fait de faire, je sais pas, des journées de parfois 15-16 heures, à la fin, quand on sort, surtout pour quelqu'un qui comme moi était étudiante, t'es content quoi. Mais pour vous rassurer, voilà, on ne gagne pas des sommes astronomiques.
Et c'est vrai que c'est bien d'en parler aussi parce qu'il y a un tabou autour de ça. Même, je parle pour la Starac, mais de manière générale, les gens pensent que quand on passe à la télé, on devient forcément très riche. Je pense que c'est un truc aussi qu'il faut casser et il faut en parler. Alors c'est pas le cas, surtout quand voilà, nous on était tous les 3/4 étudiants, certains travaillaient. Mais voilà, on n'a pas gagné des sommes astronomiques, comme je vous l'ai dit. En plus, quand on est sorti, pour beaucoup, on a dû investir dans certaines choses. Alors moi, pour ma part, ça a été mon téléphone qui a lâché. Pour d'autres, ça a été un ordinateur. D'autres, ça a été du matériel de musique. Tu t'achètes une guitare, tu t'achètes un ampli, tu t'achètes un ordi, t'as plus d'argent. Donc voilà, l'argent, ça part très très vite. Donc non, si vous cherchez à vous faire de l'argent, c'est pas en faisant la Star Academy, malheureusement. Avais-tu regardé la Starac 2022 ? As-tu reçu des soutiens de la part des élèves de cette saison ? On a l'impression qu'ils sont un peu déçus de leur faible exposition en rapport avec votre promo. Qu'en penses-tu ? Alors, oui, j'avais regardé la Starac 2022. Alors, j'ai pas tout suivi, mais je m'étais quand même renseignée parce que moi, je regardais beaucoup la Starac quand j'étais petite. Et donc, quand j'ai vu que ça avait recommencé comme tout le monde, j'étais un peu en mode « Ah, trop bien et tout !» Et oui, j'avais regardé et oui, j'ai reçu énormément de soutien de la part en réalité des 3/4 de la promo, si ce n'est pas tout le monde. Moi d'ailleurs, quand je suis sortie le soir même dans les couloirs, mon papa pleurait et c'est Hassen qui a consolé mon papa. Pour tout vous dire, mon père pleurait dans les bras d'Hassen, donc voilà. Hassen, c'est quelqu'un qui a été là dès le début. Pareil, Enola, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Enola, je lui parle pas mal aussi et c'est une fille que je trouve incroyable. Et tous, hein, là j'ai découvert Chris il y a peut-être un mois, il m'a envoyé un message encore hier et c'est un amour. Et je pense qu'ils sont pas forcément déçus en réalité de leur faible exposition parce que c'est-à-dire que moi c'est ce que je dis, il y a eu 2 saisons très différentes. C'est pas pour autant qu'une saison est meilleure qu'une autre. Ça veut juste dire que l'année dernière, on recherchait quelque chose de différent. Cette année, par exemple, quand nous on est arrivé au début de l'émission, les gens nous trouvaient un peu fades, les gens disaient que il se passait rien. C'est au fur et à mesure du temps que les gens se sont attachés à nous. Et je pense que la plus grosse différence qu'il y a eu entre les 2 saisons, en réalité, c'est la durée de l'émission. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis sortie à la finale de l'année dernière. Donc en 1 mois et demi, on a moins le temps aussi de s'attacher aux candidats qu'en 3 mois. Et ça marchera aussi pour l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, ça durera plus longtemps. Et je sais très bien que ça fera le même effet. Et nous, on nous oubliera aussi un peu. Et c'est le jeu, c'est comme ça. Et je pense pas qu'ils soient déçus. Parce que pour avoir parlé avec pas mal d'entre eux, ils sont très fiers de leur saison. Au contraire, certains, je pense, ne se voyaient d'ailleurs pas dans la nôtre. Donc pour vous dire que ça dépend aussi du caractère, etc. Je pense que ça s'est très bien passé pour eux. Et puis voilà. Quelle est ta relation avec Pierre Garnier et que penses-tu de son succès ? Mon Pierrot, comme je suis fière de toi. Non, Pierre, notre gagnant, je pense qu'on a un gagnant, c'est même plus de qualité, c'est que là, on a le gagnant. Je suis trop fière. En vrai, je suis trop fière et surtout, je le savais, je peux pas dire autre chose, je le savais. Comme je l'ai dit, tout le monde méritait de gagner et je le pense sincèrement. C'est-à-dire que ce soit Pierre ou Julien, dans les 2 cas, j'aurais été tout aussi contente. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'est vrai que la première semaine, personne avait misé sur lui. Hein. Pour être honnête, je pense que les premières semaines, on était en mode « Ok, c'est Axel qui va gagner ». D'ailleurs, le premier prime, on a tous entendu Axel. On s'est dit « Bon, venez, on gagne du temps, on lui donne maintenant la victoire » et c'est fait. Et en fait, Pierre, c'est au bout de, je crois, 2-3 semaines qu'il s'est révélé. Et je crois que le jour où je l'ai entendu, c'était le 2e prime, je l'ai entendu chanter avec James Arthur. Je le savais. En vrai, j'y suis. Genre, j'ai même pas... Et ça c'est juste... cette impression-là elle s'est juste amplifiée avec le temps. Pareil, un jour, il a chanté sa chanson « Ce qu'on était » au piano. Et j'ai pleuré et j'ai compris... j'ai senti que peu importe qui gagne d'ailleurs ou qui perde, ça marcherait. Parce qu'il avait quelque chose... moi, artistiquement, il m'a toujours beaucoup touchée. J'ai toujours adoré ce qu'il faisait et j'étais persuadée que les gens allaient accrocher. Et au-delà de ça, son succès aujourd'hui, pour moi, il est juste mérité. Je trouve ça fou qu'on puisse, avoir une exposition aussi importante aussi vite. C'est pas quelque chose de simple à vivre et pourtant il garde la tête sur les épaules et ça c'est trop bien. Et au-delà de ça, tout ce qui lui arrive c'est mérité. Il a travaillé pour, il a gagné la Starac et voilà, et c'est le jeu et il a gagné le jackpot quoi. Aujourd'hui ça marche pour lui et j'espère que ça marchera très longtemps parce qu'il le mérite. Et honnêtement on est tous les 12 très très fiers de lui donc on est très fiers du gagnant de cette année. Voilà. Après ton élimination, Vita t'a fait le cadeau de t'inviter à faire les premières parties de sa tournée. A-t-elle tenu parole ? Oui, Vita a tenu parole, je dois l'avoir bientôt d'ailleurs parce qu'on doit caler les fameuses dates de la tournée. Mais oui, évidemment, c'est vrai que c'est une question qui se pose beaucoup parce que j'en ai pas beaucoup reparlé depuis étant donné que elle, forcément, elle était pas mal occupée ces derniers temps parce qu'elle préparait déjà sa tournée. Et on s'est vu d'ailleurs dernièrement au Bercy, elle m'a invitée dans sa loge justement pour qu'on discute de ça.
Et putain, hein, fidèle à elle-même, bah, déjà m'a félicité du single que j'avais sorti. Elle m'a dit qu'elle l'avait écouté, qu'elle avait beaucoup aimé et ça m'a beaucoup touchée. Et au-delà de ça, bah, on se parle aussi souvent sur Insta. En vrai, elle est incroyable. C'est quelqu'un qui, bah, ça a été, je crois, la première. Hein. Et quand je dis la première, c'est vraiment la première sur mon Insta qui m'a envoyé un message quand je suis sortie. Et bah, juste ça, déjà, ça m'a énormément touchée. Et au-delà de ça, le fait qu'elle m'ait invitée à faire ses premières parties, je trouve que c'est encore plus fou parce que ça veut dire qu'elle a quand même une certaine confiance en moi. Les premières parties d'un zénith, c'est pas n'importe quoi, il y a du monde et voilà, il faut faire le taf, quoi. Mais je m'en suis sentie capable très rapidement parce que c'est un rêve que j'ai toujours voilà, voulu atteindre un jour et maintenant qu'on m'en donne l'opportunité, bah, c'est tout ce que j'attendais. Et donc, bah, je dois l'avoir bientôt pour choisir mes dates. Elle m'a déjà demandé où est-ce que je voulais chanter, donc on a commencé à regarder ça ensemble et on doit aller travailler bientôt bah, pour préparer tout ça parce que ça arrive très vite, voilà. Donc rendez-vous fin octobre 2024 pour les débuts de sa tournée Charlotte. Voilà. Et la dernière, tu as sorti ton premier single, Dans tes bras, quelle est la suite pour toi ? Alors oui, du coup, bah, mon premier single est sorti le 17 mai dernier, j'en suis très très fière et je dirais que la suite pour moi, bah, ce serait continuer tout ce que je fais, donc bah, forcément continuer à faire de la musique parce que bah, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me rend heureuse, hein, littéralement. Et je dirais que la suite, bah, j'aimerais bien sortir quelque chose à la rentrée. Voilà, je pense continuer aussi à me découvrir, à découvrir un peu mon univers musical parce que bah, Dans tes bras me correspond. Mais je pense que je suis quelqu'un qui aime faire aussi beaucoup de choses. Donc j'ai envie de, voilà, même moi, de tâtonner un petit peu, de voir ce que je peux faire, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et donc bah, voilà, je retourne dans le studio d'ailleurs en début de semaine pour concocter des petits trucs sympathiques. Donc voilà, non, je dirais que bah, la suite pour moi, ce serait continuer à faire de la musique, continuer à composer, à écrire, à faire de la scène aussi, parce que c'est ce qui me fait kiffer, hein, littéralement. Rencontrer les gens, rencontrer le public qui est toujours là et qui est incroyable. Et puis bah, petit à petit, pourquoi pas un EP, pourquoi pas un album après, voilà. Mais step by step, en tout cas. On prend le temps de faire les choses correctement. Voilà.